Bonsoir. Dans une précédente vidéo, on a vu jusqu'où un État peut descendre quand il pense que personne ne regarde. On a parlé de la CIA, du LSD et d'un programme si sombre que même ses exécutants ont préféré l'effacer. MKUltra. Dans celle-ci, on change de terrain. Pas de drogue, pas de manipulation mentale. Cette fois, on va parler de ce que l'armée américaine n'a jamais réussi à contrôler. Des ovnis, des probabilités, des secrets. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, ce sont des faits, des archives, des déclarations officielles et parfois, la réalité est plus étrange que le complot. Les extraterrestres ne débarqueront pas un jour. Ils sont déjà là depuis 80 ans. Et le pire, c'est que l'armée le sait. Je peux vous le prouver. Mais avant d'ouvrir les archives, avant Roswell, avant la zone 51, avant le pilote mort en poursuivant un objet, on doit poser un cadre simple. Qu'est-ce qu'un ovni ? Ce terme n'a rien de mystique. Un ovni, ce n'est pas une soucoupe volante, ce n'est pas un petit homme vert, c'est un mot militaire, né dans les années 40 pour désigner un objet observé. Détecté, parfois mesuré, mais jamais identifié formellement. Un ballon sonde est un ovni jusqu'à qu'on prouve que c'en est un. Un avion expérimental est un ovni jusqu'à que l'armée reconnaisse son existence. Un phénomène radar est un ovni jusqu'à qu'une explication solide apparaisse. Un ovni, c'est ce qui reste quand l'armée dit « on ne sait pas ce que c'est ». Et c'est précisément ce manque de certitude qui nous ramène en 1950, à une question simple, formulée dans une cantine de scientifiques américains. Pourquoi le ciel est-il silencieux, alors que les chiffres, eux, disent qu'il ne devrait pas l'être ? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Il tire en une phrase « Si l'univers est rempli de civilisations, où sont-elles ?» Pour comprendre à quel point cette question dérange, il suffit de regarder l'équation, qui décrit la probabilité, presque la certitude que d'autres formes de vie existent. Une équation simple, posée quelques années plus tard, l'équation de Drake. Derrière cette suite de chiffres et de lettres, il n'y a que des évidences. Le nombre de planètes qui naissent chaque année, la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes, le nombre de mondes capables d'abriter la vie, la proportion où la vie apparaît réellement, la fraction où cette vie devient intelligente, celle qui développe une technologie détectable, la durée de vie d'une civilisation. Quand on met tout ça ensemble, le résultat est presque une moquerie. La galaxie devrait grouiller de vie. Pas une civilisation, des milliers, peut-être même des millions. Statistiquement, on devrait déjà être entouré. Et pourtant, le ciel est vide, silencieux. Aucune invasion, aucun message, aucun contact. Juste des objets qui apparaissent, disparaissent, et que l'armée préfère qualifier de non identifiés, ovnis. Un contraste tellement violent que Fermi a posé la seule question sensée. S'ils existent, pourquoi on ne les voit pas ? La réponse officielle pendant des décennies a été « parce qu'ils ne sont pas là ». Ma réponse, elle, est beaucoup plus simple. S'ils ne viennent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont déjà là. Et quand on regarde ce qui s'est passé en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, la réponse officielle commence à s'effriter. Quant à la mienne, je vous laisse vous faire votre avis. Avant de parler de Roswell, l'affaire qui va mettre le feu au désert en 1947, on doit poser un petit dernier outil, un cadre simple, pratique, qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé, pour mesurer la gravité de certains témoignages, il faut savoir comment on classe une rencontre. Cette échelle, on la doit à un astronome américain, J. Allen Hynek, un scientifique, un sceptique, un homme qui au début était payé pour démystifier les ovnis, et qui a fini par admettre que certains cas défiaient toute explication sérieuse. Hynek a défini 3 catégories simples, les rencontres du premier, du deuxième et du troisième type. Rien de mystique, rien de fantastique, juste une manière ordonnée de décrire ce que les gens ont vu. Une rencontre du premier type, c'est un objet observé à distance. Lumière, trajectoire étrange, silence dans le ciel. Une rencontre du deuxième type, c'est un objet qui laisse des traces, des marques sur le sol, des brûlures, des interférences électriques, quelque chose de mesurable. Et une rencontre du troisième type, c'est lorsqu'un témoin déclare avoir vu non seulement l'objet, mais ceux qui l'occupaient. Et cette grille, aussi simple qu'elle semble, va devenir indispensable quand on va avancer dans l'histoire, parce que toutes les rencontres ne se valent pas, toutes ne disent pas la même chose, et certaines sont beaucoup plus difficiles à balayer d'un revers de main. Maintenant que ce cadre est posé, on va revenir là où tout commence. Un crash, une annonce officielle, puis un mensonge, l'affaire Roswell. Tout commence en 1947, dans un désert du Nouveau-Mexique. Un endroit calme, vide, sans histoire. Jusqu'au jour où un fermier tombe sur des débris étranges dans son champ. Des morceaux métalliques, légers, impossibles à tordre, impossibles à brûler. Des matériaux que personne à l'époque ne sait identifier. La presse s'empare du mystère, le public s'agite, Roswell est classé comme une rencontre du deuxième type. Un objet aperçu, puis des traces physiques retrouvées au sol, puis une illusion. Et l'armée, pris de court, publie un communiqué brutal. Nous avons récupéré un disque volant.
C'est la première version, la version brute, la version avant réécriture. Quelques heures plus tard, cette version disparaît. Ce n'est pas un disque, juste un ballon météo. 2 phrases, 2 vérités incompatibles et un silence qui s'installe. Parce qu'après Roswell, l'armée réalise qu'elle a commis une erreur. Elle a parlé trop vite. Alors l'armée fait ce qu'elle fait toujours. Lorsqu'une histoire commence à se fissurer, elle recouvre tout d'un silence épais. Et pour colmater les brèches, elle improvise. Un disque ? Non. Finalement, c'est un ballon. Parce qu'un ballon météo en 1947, c'est banal, rassurant, inoffensif. Sauf qu'un ballon ne laisse pas derrière lui des fragments métalliques, impossibles à plier ou à brûler. Et surtout, on ne confond pas un ballon avec un disque volant dans un communiqué officiel. Pas en quelques heures. Une étoile alors. C'est pratique une étoile. Immobile, brillante, lointaine. On peut toujours dire « vous avez mal vu ». Le problème, c'est qu'une étoile ne s'écrase pas dans un champ et ne laisse pas des débris physiques au sol. Même un enfant comprend ça. Puis, nouvelle explication, des oiseaux peut-être. L'excuse préférée des rapports embarqués. Des oiseaux migrateurs perdus dans la lumière du désert. Sauf que des oiseaux ne reflètent pas le soleil comme des plaques métalliques. Et surtout, les oiseaux n'explosent pas en projetant des fragments partout. Nouvelle hypothèse, un reflet, une illusion, une erreur d'interprétation. Toujours le même mécanisme. Faut croire que le ciel trompe, que l'œil invente, que le témoin s'emballe. Mais un reflet n'a jamais laissé un ruban métallique au sol, ni des débris étranges que même les ingénieurs de l'armée ne pouvaient identifier. Alors, lorsqu'aucune de ces explications ne tient droit, l'armée sort la carte ultime. C'était un ballon espion ultra secret, appelé projet Mogul. Classé, indiscutable, fin du débat. Sauf que le projet Mogul ne correspond pas à ce qui a été retrouvé. Et surtout, si c'était vraiment un ballon espion, pourquoi avoir annoncé d'abord un disque volant ? À ce stade, les excuses ne forment plus une explication. Elles forment un aveu inversé, déguisé. Ils ne savent pas quoi dire, alors ils disent tout. Et surtout n'importe quoi. Finalement, après Roswell et les balais ridicules des explications qui se contredisent, l'armée comprend une seule chose simple. Improviser ne suffit plus. Il faut une structure, un cadre, un programme capable de ramener le contrôle et au moins l'apparence du contrôle. En 1948, les États-Unis disent enfin posséder la vérité sacrée sur les ovnis. Et c'est généreux, ils vont l'offrir au monde entier. C'est la promesse, la grande messe, la vérité descendue d'en haut. Et cette vérité porte un nom, le projet SIM. À l'époque, la mission semble sérieuse. Des ingénieurs, des astrophysiciens, des pilotes expérimentés analysent pour la première fois des dizaines de témoignages crédibles. Et la conclusion préliminaire, celle que personne ne verra pendant des décennies, dit froidement l'hypothèse extraterrestre est plausible. Un rapport trop dérangeant, trop direct, qui contredit la ligne officielle. Alors il est immédiatement classé enterré, puis remplacé par un nouveau projet, le projet Grudge. Cette fois, la mission n'est plus d'étudier, elle est de démystifier. Dans Grudge, le but n'est pas de comprendre le phénomène, le but est de l'éteindre, de tout requalifier, de trouver une explication, même mauvaise, même absurde, pourvu qu'elle empêche la panique. Dans les rapports internes, on lit des phrases glaciales. Le public ne doit pas croire aux ovnis. Fournir des explications simples, même si elles ne sont pas totalement satisfaisantes. Grudge ne cherche pas la vérité, Grudge cherche le calme. Mais l'armée finit par comprendre qu'un programme entièrement basé sur le déni ne convainc plus personne. Trop lourd, trop évident, trop orienté. Alors en 1952, elle change encore de stratégie et crée le projet le plus connu de tous, le projet Blue Book. Officiellement une étude neutre, scientifique, plus de 12 000 observations. En réalité, une machine à ranger. Chaque cas doit être classé, catalogué, enterré dans une catégorie acceptable. Phénomène astronomique, avion, satellite, oiseau, erreur. Et quand aucune étiquette ne colle, quand le phénomène est trop rapide, trop précis, trop bien décrit, on classe dans une case particulière, inexpliquée. 701 cas, presque 6% de tous les dossiers, des centaines d'événements que même les ingénieurs, les pilotes et les analystes n'ont jamais réussi à comprendre. 701 fois où l'armée aurait pu dire « nous ne savons pas », mais 701 fois où elle a préféré se taire. Parce qu'au même moment, un autre dossier, beaucoup plus embarrassant, commence à prendre forme. Un dossier où le témoin n'est plus un fermier, ni un civil, ni un astronome. Un pilote de l'US Air Force voit un ovni, le poursuit et finit par en mourir. Son nom ? Thomas Mantell, 25 ans, capitaine, pilote de chasse, un homme entraîné, précis, habitué aux situations où un seul mauvais geste peut coûter la vie. Le 7 janvier 1948 à 14h45, la base de Goldman Field reçoit plusieurs signalements. Un objet gigantesque, métallique, immobile dans le ciel, trop haut, trop silencieux, trop stable pour être un avion. On demande alors à 3 pilotes en patrouille d'intercepter la cible. Parmi eux, le capitaine Thomas Mantell. Ce qu'il s'apprête à vivre entre dans une catégorie claire de la grille de Heineck. Une rencontre du premier type. Un objet observé directement à distance mais suffisamment près pour établir une trajectoire, une forme et un comportement. Il reçoit les coordonnées pendant qu'il survole le Kentucky. Le ciel est clair, visibilité parfaite. Rien n'annonce ce qui va suivre. Mantell ajuste son altitude, resserre sa formation puis ouvre la radio. Goldman Field, ici Mantell.
Nous prenons la direction de l'objet. Les 3 avions montent, miles après miles. La terre disparaît sous eux, la voie de la tour revient, tendue, précipitée. Objet toujours visible. Stationnaire. Très lumineux. Mantell aperçoit alors quelque chose au-dessus de la couche nuageuse. Pas un avion, pas un ballon, rien de ce qu'il a appris à identifier. Un disque immense, métallique, immobile, comme suspendu dans un autre monde. Je le vois. Sa voix ne trempe pas, c'est un pilote d'élite. Un homme habitué aux vitesses qui arrachent la peau et aux manœuvres qui tuent les débutants. Il monte, encore, au-delà de 10 000 pieds, puis 15 000 pieds, puis 20. Les 2 autres pilotes décrochent. Manque d'oxygène, masque insuffisant, ils redescendent. Mantell continue, seul. Son Spit F-51 hurle, le moteur tire. La cabine vide, la tour appelle. Capitaine, quelle est la nature de l'objet? La réponse tombe, lente, froide. L'objet est énorme. Je m'approche. À cette altitude, le ciel devient silencieux. Le souffle se scelle lourd. Les instruments commencent à saturer, les aiguilles grincent sous la pression. Mantell pousse encore, son avion s'incline. Le soleil frappe le disque métallique, une lumière blanche, pure, impossible à ignorer, puis soudain... Plus rien. Le signal disparaît. La radio se coupe d'un trait, comme si on avait arraché la page d'un livre. 40 minutes plus tard, on retrouve son avion. Éparpillé dans un champ, le cockpit pulvérisé, le pilote méconnaissable. Aucune trace d'impact avec un autre appareil, aucune preuve de collision, aucune explication claire. Alors l'armée annonce sa première version officielle. Le capitaine a poursuivi Vénus. Vénus, la planète. Un capitaine expérimenté, formé à identifier les appareils ennemis en pleine guerre froide, aurait confondu un disque métallique stationnaire avec une planète immobile à des millions de kilomètres. C'est la version officielle. Et elle ne convainc personne. Pas même ceux qui la prononcent. Alors comme d'habitude, ils comprennent qu'ils ont parlé trop vite et une nouvelle version sort. Cette fois ce serait un ballon Skyhook, un prototype militaire ultra classé perdu au-dessus du Kentucky. C'est pratique, un ballon secret ne peut pas être prouvé. On peut juste dire, il existait. Sauf que ce jour-là, aucun ballon Skyhook n'est enregistré dans la zone, ni même prévu dans le couloir aérien. Et surtout, un ballon ne reste pas immobile face à un avion en montée, et ne reflète pas la lumière comme un disque métallique. La version ne tient pas. Alors, troisième version, le silence. Quand les explications s'épuisent, quand chaque justification attire plus de questions, quand l'incohérence devient trop visible, l'armée fait ce qu'elle fait toujours. Plus de commentaires, plus d'enquêtes, plus d'explications. Juste un dossier classé, un pilote mort et un objet que personne n'a voulu décrire sérieusement. Mantell devient alors le premier pilote américain mort en poursuivant un objet non identifié. Un an après Roswell, en pleine création du projet Cygne, et au moment même où l'armée affirme détenir la vérité. Et comme par hasard, c'est à cette période que les archives commencent à disparaître. Après Roswell, après Mantell, après les explications absurdes et les rapports qui se contredisent, quelque chose d'encore plus inquiétant commence. Ils ont imposé leur version sacrée, tout en détruisant la version originale. Les archives commencent à s'effacer. Pas d'un coup, pas officiellement, mais page après page, rapport après rapport, comme si la réalité devait être réécrite avant d'être montrée au monde. Certains dossiers que Blue Book devait analyser n'existent plus. Des témoignages militaires consignés dans des registres internes ne réapparaîtront jamais. Des enregistrements radars sont mentionnés dans des mémos, mais absence totale dans les boîtes d'archives. C'est un silence administratif, un effacement propre, sans fumée, sans scandale. Un écho troublant du comportement de la CIA avec MKUltra. Plus besoin de nier, car ce qui est détruit n'existe plus. Et quand on efface la réalité, il ne reste plus que ce qu'on a choisi de montrer. Ce que l'armée choisit de montrer, ce ne sont pas les objets qu'elle ne comprend pas, ce sont les projets qu'elle contrôle. Des prototypes, des avions secrets, des expériences qu'elle maîtrise parfaitement. Pas pour expliquer les ovnis, mais pour les recouvrir. Parce qu'à partir des années 50, l'armée comprend quelque chose de simple. Si vous donnez au public une technologie étrange, il arrêtera de regarder celle que vous ne contrôlez pas. Alors, en 1955, cette stratégie prend un nom, un lieu, un point sur une carte qui n'existe pas encore. La zone 51, un désert, un lac à sécher, une base hors des radars, créée pour tester des machines réelles, des technologies humaines qui serviront d'écran de fumée à tout ce que l'armée n'arrive pas à identifier. Le U-2, en 1955, un avion espion qui vole au-dessus de 20 000 mètres, un point blanc dans le ciel, que tout civil confondra avec un phénomène impossible. Et l'armée le sait, alors quand le public s'inquiète, elle n'explique rien. Elle laisse les gens croire qu'ils ont vu quelque chose, et elle répond, c'est un avion secret. Pas pour dire la vérité, pour étouffer l'autre possibilité. Le A-12 Oscar, noir, angulaire, Mach 3, invisible radar. Un triangle noir qui traverse le désert en quelques secondes. Évidemment que les témoins parlent d'OVNI, évidemment que la presse s'emballe. Et l'armée ne dément pas. Elle attend, parce que cette conclusion lui est utile. Plus les gens voient des prototypes, moins ils questionnent sur ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Le SR-71 Blackbird, 1964. Un avion qui dépasse une balle de mitraillette.
Une signature thermique qui ressemble à une flamme silencieuse dans le ciel. Les témoins parlent d'objets non humains. L'armée sourit. Encore un ovni absorbé par la zone 51. Pas expliqué, absorbé. Dilué dans le brouillard volontaire. Le F-117 Nighthawk, 1977-1981. Un avion furtif, polygonal, la première ombre vraiment alien créée par l'homme. Testé de nuit sur une base qui n'existe pas, au-dessus de témoins civils qui n'auraient jamais dû le voir. Et chaque rapport devient un cas ovni. Encore. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Plus le public voit d'avions étranges, moins il questionne sur ce qui n'est pas un avion. Pendant près de 40 ans, la zone 51 sert de brouillard, un endroit où les véritables prototypes brouillent les pistes. Les expériences humaines saturent l'imaginaire du public, et les phénomènes non humains se perdent dans la masse des explications possibles. Chaque témoin devient facile à contredire. Vous avez vu un test. Chaque vidéo devient discutable. C'était sûrement un prototype. Chaque trajectoire impossible devient banale. On a des projets secrets. C'est sûrement ça. On ne nie pas, on ne confirme pas, on laisse flotter une ambiguïté confortable, une zone grise, une zone parfaite. Parce qu'une zone grise est plus utile qu'une vérité. 58 ans de déni d'une base visible depuis le ciel. De 1955 à 2013, la zone 51 n'existe pas officiellement. Pas de base, pas de dossier. Pas de dossier, pas de questions, pas d'explication et pas d'explication, pas de vérité. Pourquoi nier un lieu que tout le monde peut voir? Parce que si la base n'existe pas, rien de ce qui y entre n'a besoin d'être expliqué. Un trou noir administratif, une machine à effacer les questions, le bunker parfait pour mélanger le réel extrême et l'inexplicable total. Et ce brouillard autour de la zone 51 a fonctionné pendant des décennies, jusqu'au moment où quelque chose arrive, que même un prototype ne peut pas expliquer. Des objets filmés par des milliers de pilotes du monde, observés par les radars les plus avancés, traqués en direct par la mer américaine elle-même, des objets réels, inexpliqués, indéniables. Et cette fois, l'armée ne pourra pas dire « c'est un avion secret ». Après des décennies à nous prendre pour des idiots, l'armée a été trahie par ses propres capteurs. Les années passent, les prototypes évoluent, les excuses aussi. Puis en 2004, quelque chose se brise. Ce ne sont plus des civils qui volent des objets. Ce ne sont plus des rumeurs dans un ranch du Nouveau-Mexique. Ce ne sont plus des pilotes isolés que l'armée peut faire disparaître dans un silence administratif. Cette fois, ce sont des milliers de pilotes de la Navy, avec les appareils les plus avancés du monde, avec des radars les plus précis jamais construits, qui vont enregistrer quelque chose que l'armée américaine ne pourra plus effacer. L'incident Tic Tac, 2004. Nous sommes au large de San Diego. Le groupe aéronaval de l'USS Nimitz repère sur ses radars un objet qui disparaît, puis réapparaît, puis disparaît, à une distance impossible à parcourir en un temps inhumainement concevable. Le système Spy-1, un des radars les plus sophistiqués de la planète, suivi par l'E2, voit un objet descendre de 24 000 mètres à zéro en moins d'une seconde. C'est impossible. Militairement, physiquement même, mathématiquement. On envoie 2 FA-18 Super Hornet. À bord, le commandant David Fravor et le lieutenant Jim Stale, 2 pilotes d'élite. Arrivés sur zone, ils voient un objet blanc, lisse, de la taille d'un avion de chasse, mais sans aile, sans cockpit, sans propulsion. Comme un tic-tac géant. Fravor plonge vers lui. L'objet réagit, il monte, accélère, pivote, comme s'il n'utilisait pas l'air ou les lois de la physique. Fravor raconte. Il jouait avec moi, comme si on était des enfants. Puis l'objet disparaît et réapparaît, au point précis où le radar avait prévu que le jet allait se rendre. Aucun avion humain ne peut anticiper ça, aucun drone, aucun prototype, aucune technologie connue. La caméra infrarouge FLIR 1 capture la scène. La vidéo deviendra publique en 2017, puis validée par le Pentagone en 2020. Fin du dossier Tic Tac. Vient ensuite le dossier Gimbal, en 2015. Cette fois, nous sommes sur la côte est des États-Unis. Un FA-18 intercepte un objet en forme de disque capté par l'AFLIR, la caméra la plus sophistiquée embarquée dans un avion militaire. L'objet avance contre le vent, puis pivote sur lui-même, comme une assiette. À 360 degrés, sans perte de vitesse, comme si l'aérodynamique n'existait pas. Dans l'enregistrement, on entend les pilotes. Des professionnels habitués à tout, bégayés presque. Regarde comme il tourne. C'est pas humain, mec. Le son ne tremble pas. C'est ça le pire, c'est de la stupéfaction froide. Aucun avion humain ne peut tourner sur son axe sans perte de portance, sans angle d'attaque, sans turbulence. Gimbal ne vole pas. Il se déplace comme un objet qui n'utilise pas l'air, mais un autre principe. Et ça, c'est impossible à couvrir avec un prototype. Et pour finir, le dossier Go Fast en 2015. Un objet minuscule file au ras de l'océan à une vitesse telle que même l'AFLIR a du mal à le verrouiller. Les données calculées par les analystes montrent qu'il n'y a aucune poussée thermique visible, aucun échappement, aucune signature moteur, aucun bruit capté, aucune turbulence de l'eau et que l'objet garde la même altitude au centimètre près comme s'il glissait sur un rail invisible. Un de ses pilotes lâche. C'est quoi ce truc? On dirait qu'il ignore la gravité.
Les experts du Pentagone interrogés plus tard confirment que l'objet ne ressemble à aucun drone, aucun missile, aucune technologie américaine ou étrangère. Ces vidéos ne viennent pas d'un blog obscur. Elles ne viennent pas d'un complotiste, elles viennent de pilotes d'élite, de caméras militaires, de radars haute résolution, de données croisées et ont été officiellement authentifiées. Et surtout, elles montrent des objets qui ne ressemblent à aucun prototype, aucun avion, aucune technologie connue. Des objets réels, inexpliqués, documentés, officiels. Jusqu'ici, tout ce que tu as entendu pourrait encore être balayé d'un revers de main. Roswell, un vieux mythe rural. Mantell, un pilote imprudent. Les projets SIN, Grudge, Blue Book, de l'archéologie militaire. La zone 51, un fantasme de forum complotiste. La vidéo Tic Tac, Gumball, Go Fast, des images floues, mal interprétées. On pourrait tout réduire à ça. Sauf qu'à un moment, ce ne sont plus les témoins qui parlent. C'est l'État lui-même qui commence à se contredire. Et là, tout ce que tu as entendu avant, Roswell, Mantell, la zone 51, Tic Tac, Gumball, Go Fast, prend soudain une autre couleur. Un ministre de la Défense a brisé le secret en direct. Les extraterrestres seraient déjà là. Avant d'entrer dans les déclarations officielles, on va clarifier 2 ou 3 mots que vous allez entendre et que l'armée adore utiliser pour dire la vérité, sans la dire. Rassurez-vous, ça va être simple et ça va vous servir. UAP, phénomène aérien non identifié. C'est juste le nouveau mot pour dire OVNI. Ils n'ont pas changé le phénomène, ils ont changé le vocabulaire, parce que OVNI fait extraterrestre et UAP fait PDF administratif. Tolweight, terme cité publiquement par Paul Heyler, ancien ministre de la Défense du Canada. Dans certains dossiers, des êtres humanoïdes très grands, très pâles, supposés liés à des programmes américains près de la zone 51. Est-ce inquiétant qu'un ministre en parle comme si c'était normal? Retenez juste Tolweight, une espèce non humaine citée dans des témoignages officiels. Biologique non humain, expression utilisée par David Crush, officier du renseignement sous serment devant le Congrès. Pas alien, pas créature, pas extraterrestre. Biologique non humain. C'est le genre de phrase qu'on n'invente pas quand on risque la prison sous serment. Et le dernier mot important, reverse engineering. Démonter une technologie pour comprendre comment elle marche et tenter de la reproduire. Crush affirme, sous serment, que les États-Unis le font sur des engins non humains. Voilà les mots. Rien de mystique, juste le vocabulaire moderne de ce qu'ils n'ont jamais voulu expliquer. Maintenant que ça c'est clair, on peut entrer dans les aveux. Paul Heyler, le ministre qui parle trop. Bien avant que le Pentagone ne prononce le mot UAP, en public, un ancien ministre de la Défense d'un pays du G8 a commencé à parler comme si le secret était déjà mort. Paul Heyler, ministre de la Défense du Canada dans les années 60, puis longtemps silencieux sur le sujet. À partir des années 2000, à la retraite, il se met à dire publiquement que le monde est plein de formes de vie, que plusieurs espèces seraient déjà présentes, que certaines auraient collaboré avec les États-Unis et qu'on lui aurait parlé de Tolweight qui travaillerait avec le gouvernement américain avec des objets abrités près de la zone 51. Le fait brut, un ancien premier ministre de la défense d'un pays allié parle ouvertement de races extraterrestres et de programmes cachés. Pas un youtubeur, pas un anonyme, une personne qui a tenu un portefeuille stratégique. Ce n'est pas une preuve, c'est un signal, un bruit de fond, avant le basculement officiel. En 2020, le Pentagone officialise les vidéos. Le 27 avril 2020, le département de la défense américaine décide de publier officiellement les 3 vidéos déjà fuitées. Flare One, Gumball, Go Fast. Pas pour les ridiculiser, pas pour dire c'est faux, au contraire. Le communiqué précise 2 choses simples. Ces vidéos sont authentiques, elles viennent bien de la Navy, les phénomènes observés restent non identifiés. Traduction. Oui c'est réel, non, on ne sait pas ce que c'est. Pour la première fois, un gouvernement moderne dit publiquement « Ce que vous voyez là, ce n'est pas un fake, ce n'est pas un montage, et ce n'est pas un avion connu. » En 2021, le premier rapport UAP, le directeur du renseignement américain, publie un rapport de 9 pages sur les UAP. 144 cas étudiés, principalement issus de la Navy entre 2004 et 2021. Conclusion brute, un seul cas identifié avec certitude, un ballon. 143 autres cas non expliqués. Le texte ne parle pas de vaisseau alien, il ne parle pas de Roswell, il ne parle pas de crash récupéré. Il dit juste « Nous n'avons pas assez de données pour expliquer la majorité des cas. » Traduction. On ne sait pas ce que c'est, mais on ne peut plus faire semblant que ça n'existe pas. En 2022, le département de la Défense crée un bureau dédié avec un nom administratif impeccable. AARO, All Domain Anomaly Resolution Office. Sur le papier, sa mission est claire. Centraliser les signalements, enquêter sur les phénomènes anormaux dans les airs, en mer, dans l'espace, sécuriser les zones militaires et rendre des comptes au Congrès. Officiellement, la AARO répète la ligne classique, aucune preuve d'origine extraterrestre. Et en 2024, son rapport historique précise même qu'ils n'ont trouvé aucun élément empirique d'une technologie off-world.
Mais en même temps, les mêmes structures reconnaissent qu'il reste des centaines de cas inexpliqués, dont certaines sont qualifiées de véritables anomalies par le directeur lui-même. Le message réel est double. On ne peut pas dire que c'est extraterrestre, mais on ne peut pas non plus dire que tout est banal. En 2023, un ancien officier du renseignement, David Grusch, sort de l'ombre. Il a travaillé sur les UAP au sein des structures officielles. Il prête serment et il dépose devant le Congrès. Ce qu'il affirme sous peine de poursuite n'est même plus une nuance. Que les États-Unis auraient récupéré depuis des décennies des engins d'origine non humaine, qu'il existerait des programmes de rétro-engineering et qu'il y aurait des biologiques non humains associés à certains crashs. Il explique qu'on lui a refusé l'accès à ces programmes, qu'il a recueilli des témoignages internes et que des crimes ont été commis pour couvrir ses activités. Le fait brut est celui-ci. Un officier du renseignement sous serment devant le Congrès accuse son propre gouvernement de cacher des engins non humains. On peut douter de lui, on peut débattre, mais on ne peut plus dire que c'est juste Internet qui délire. Lors de l'audition de juillet, Grusch n'est pas le seul. À ses côtés, David Fravor, c'était le pilote en face du Tic Tac en 2004, et Ryan Grave, ancien pilote de F-18, qui rapporte avoir vu des UAP observés quasi quotidiennement sur des zones d'entraînement. Sous serment, les pilotes décrivent des accélérations impossibles, des virages instantanés, des trajectoires sans portance, des objets sans propulsion visible et une technologie qui semble supérieure à la nôtre sur plusieurs axes. En parallèle, Aero publie son rapport historique en 2024 et tente de refermer la porte en concluant qu'aucune preuve d'origine extraterrestre n'a été prouvée. Mais ce même écosystème reconnaît que les UAP sont bien réels, qu'ils représentent un sujet de sécurité, qu'ils sont investigués en continu et que certains cas restent au mot près inexpliqués. C'est fou comment les versions changent. Pendant 70 ans, les ovnis n'existent pas. Puis, depuis 5 ans, ça existe mais on ne sait pas ce que c'est. Entre les deux, tu as un ancien ministre canadien qui parle de plusieurs espèces, le Pentagone qui valide des vidéos où ses propres avions se font ridiculiser, un rapport qui admet que la majorité des cas restent non identifiés, une agence créée dédiée aux anomalies, et un officier du renseignement qui parle d'engins non humains devant les caméras du Congrès. Le ciel n'est pas vide, l'armée le sait, et l'histoire officielle ne tient plus vraiment debout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? On a commencé par des probabilités, par une équation qui dit que la vie, quelque part, est presque une certitude. Puis, on a suivi le fil du réel. Roswell, Mantel, les archives détruites, la zone 51, les prototypes, les vidéos, puis les aveux. À chaque époque, l'armée a répondu la même chose. Ce n'est rien. Puis, on ne sait rien. Puis, on ne peut pas en parler. Et enfin, récemment, oui, c'est réel. Et quand tu recules d'un pas, quand tu observes tout ça d'un seul bloc, tu vois une évidence simple. La seule chose qui n'a jamais changé, c'est leur silence. Parce que la vérité, elle, n'a jamais bougé non plus. Des pilotes l'ont vu, des caméras l'ont filmé, des ministres l'ont évoqué, des officiers l'ont admis sous serment. Et tous racontent la même chose, avec les mêmes mots, la même hésitation dans la voix. Quelque chose est là, depuis longtemps, juste assez proche pour être repéré, jamais assez pour être expliqué. On peut douter de leur forme, on peut tout remettre en question, mais une phrase résume 80 ans d'histoire, d'aveux, de silence et même de mensonges. Le phénomène existe, l'armée le sait, et si on suit la logique la plus simple, ils sont déjà parmi nous, sous nos yeux, depuis toujours. Ce n'est pas une invasion, et il n'y a jamais eu d'arrivée, ils étaient déjà là. Alors, n'oubliez pas, comprendre, c'est voir autrement.